Oui, c'est bon, c'est bon. Je pense que l'incident, Dominique a eu raison de poser la question, de poser le problème. L'incident étant clos, on peut commencer. Vas-y, Gabriel, tu as la parole. Bien, bonjour camarades, bonjour les amis. Donc, le titre de notre réunion de débat aujourd'hui, c'est la crise, la situation et les luttes des travailleurs et le programme communiste révolutionnaire. Donc, nous allons commencer déjà par un petit topo sur la situation aux États-Unis. Alors, en plus de la situation générale en Martinique et en France, nous dirons donc 2 mots sur les États-Unis après les élections présidentielles et sénatoriales, toutes ces élections qu'il y a eu. Donc, la semaine dernière, après 4 jours de suspense, le candidat démocrate Joseph Biden a été déclaré vainqueur face au président en titre Donald Trump. Aux Antilles, ce résultat a satisfait un grand nombre de gens parmi les travailleurs et les classes populaires. La présence aux côtés de Biden d'une vice-présidente noire d'origine indiano-jamaïcaine, Kamala Harris, a aussi conforté ce sentiment. Aujourd'hui, Trump continue donc de contester les résultats, y compris en justice. Les résultats serrés entre Biden et Trump montrent que les votes pour Trump, démagogues, anti-immigrés, sexistes, expriment néanmoins un courant réel et des idées très conservatrices de droite ou d'extrême droite bien présentes dans l'opinion. Ces tendances sont alimentées par la peur de la paupérisation de nombreux travailleurs parmi les Blancs, mais aussi chez certains Noirs ou Latinos, le repli individualiste, le chauvinisme, peut-être aussi la xénophobie et le racisme. Mais attribuer toute la responsabilité de la situation catastrophique aux États-Unis au seul Trump, comme l'ont fait les démocrates, revient à cacher les causes réelles de la crise. Ces causes réelles sont liées à l'avidité d'une bourgeoisie qui précipite le monde du travail et le monde tout court vers l'abîme. C'est cette bourgeoisie qu'il faudra renverser si les travailleurs ne veulent pas subir l'exploitation, car la crise actuelle engendre chômage, pauvreté, brutalité, racisme. Mais en plus, il pourrait y avoir bientôt la menace de milices armées fascisantes. On terminera ce sujet en disant que ces tensions ne sont bien sûr pas spécifiques aux États-Unis. On le voit avec les différents courants de droite et d'extrême droite qui se manifestent en Europe et qui touchent également le pays, de même façon insidieuse et plus ou moins cachée. Donc, on en vient là maintenant au thème de notre réunion de ce jour. Depuis le 30 octobre dernier, la Martinique a été reconfinée. Face à la progression de l'épidémie de la Covid-19, le préfet, M. Stanislas Cazel, a décidé de rendre le décret du gouvernement Macron applicable pour 3 semaines. Les mesures mises en place ont des conséquences douloureuses. C'est le cas en particulier pour la population la plus pauvre, celle qui a le plus recours au petit boulot et à la débrouille. Ce confinement est dit allégé. En fait, tout en prévoyant une limitation des déplacements et des échanges entre personnes, il permet à l'économie de tourner et surtout au patronat de continuer à faire des affaires. Ainsi, les salariés des entreprises des secteurs publics et privés ont été priés d'aller au travail. Dans un deuxième temps, la ministre du Travail a incité les patrons à utiliser le télétravail. Et contrairement au premier confinement, les écoles sont toujours ouvertes, alors que rien n'a été fait réellement pour une véritable mise en place des mesures barrières et la distanciation. Des petits ou moyens commerçants, restaurateurs, artisans ou artistes ont manifesté leur colère, dénonçant en particulier le fait que leur activité était cataloguée comme non essentielle. Ils réclament dérogation ou adaptation au confinement. Le samedi 7 novembre, certains d'entre eux ont manifesté à Fort-de-France. S'en sont suivis des prises de position de plusieurs maires et élus politiques.
jusqu'à Marie-Jeanne qui a fini par en dire qu'il n'avait pas été suffisamment consulté et qui s'est fendu d'une lettre au président de la République réclamant des allègements. Comme cela a été le cas en Guadeloupe il y a quelques semaines et dans de nombreuses régions de France, en Martinique, les hôpitaux publics sont débordés. Ils le sont parce que depuis des années, les gouvernements successifs ont choisi de limiter le budget de l'hôpital public, comme ceux de tous les services publics d'ailleurs. On y a limité l'achat de matériel, supprimé des lits et embauché au compte-gouttes. De même, depuis mars, aucun plan d'urgence n'a été activé pour augmenter de façon conséquente le nombre de lits de réanimation, embaucher du personnel soignant et non soignant, garantir au personnel des conditions de travail et de salaire décentes. Quant à la stratégie tester, tracer, isoler, préconisée pour casser la chaîne du virus, là non plus le gouvernement n'a pas mis en œuvre les moyens nécessaires. Il ne faut pas s'en étonner. Et ce n'est pas parce que l'État ne sait pas y faire. C'est que l'État, quel que soit le président, n'est pas au service de la population et de l'intérêt général. Il est façonné pour défendre les intérêts des capitalistes les plus puissants sans leur imposer la moindre contrainte. Dès le début de la crise sanitaire, sa priorité a été de garantir que la machine à profit continue à fonctionner, quoi qu'il en coûte. Les centaines de milliards ont été pour les grandes entreprises, pas pour l'hôpital ni pour les EHPAD. Quelle est la situation des salariés et des couches populaires? Comme lors du premier confinement, une partie importante des salariés, les ouvriers agricoles de la banane, ceux du bâtiment, d'EDF, des aides à domicile ou de la poste, des supermarchés, pour ne citer que ceux-là, ont été priés d'aller travailler quoi qu'il leur en coûte. Il en est de même, cette fois-ci, pour les agents de l'enseignement, ceux des mairies et autres agents de la fonction publique. Ils y vont souvent avec la peur au ventre d'attraper la sale maladie. Comme le plus souvent, l'application des dispositifs sanitaires dans les plantations, sur les chantiers, dans les écoles ou chez les bénéficiaires de l'aide sociale n'est pas adaptée. À tout cela, il faut ajouter l'arrogance sans limite du patronat, un patronat gâté par le gouvernement. En Martinique, les cas où le patron cherche à revenir sur certains avantages ou à s'en prendre à un travailleur combatif se multiplient. On l'a vu lors du conflit chez Blue Automobile, c'est-à-dire Peugeot, mais aussi sur plusieurs exploitations de bananes, Caspol au Macuba, Grand Sud, ou comme cette semaine, Bamaril au François ou chez Orange. À tout cela s'ajoute la situation des milliers de personnes supplémentaires qui sont au chômage. 4000 nouveaux emplois perdus ces 6 derniers mois. La précarité qui augmente. Près de 100 000 personnes pauvres vivent avec moins de 1020 € par mois, soit 30% de la population. Il y aura 40% d'ici la fin de l'année. Les répercussions de cette crise sanitaire et économique vont s'amplifier dans les semaines et les mois prochains. La crise économique qui s'approfondit ne touche pas que les travailleurs salariés, mais toutes les classes laborieuses. Une chose est sûre, c'est que ce n'est pas l'épidémie de Covid-19 qui a créé la crise économique. Elle ne fait qu'accélérer et approfondir cette crise du système capitaliste. D'ailleurs, en réalité, les nombreux plans de licenciement ou fermeture d'usines annoncés récemment en France étaient déjà dans les tiroirs des capitalistes depuis plusieurs années, bien avant le virus. Avec l'aggravation de la crise qui accentue la désorganisation de toute la société, certains capitalistes font face à une tendance à la diminution de leurs profits. Contre cela, les patrons ne connaissent qu'une solution. Pour y remédier, ils font tout pour augmenter leur taux de profit en aggravant l'exploitation. Quelques exemples de l'aggravation de l'exploitation des travailleurs. En France, dès le début de la crise sanitaire,
il n'a fallu que quelques semaines au patronat pour détruire plus de 700 000 emplois en jetant au chômage les travailleurs les plus précaires, intérimaires, CDD. Beaucoup d'auto-entrepreneurs, qui sont en réalité des travailleurs sans les fragiles protections des travailleurs salariés, ont perdu toute activité. En Martinique, il y a eu 4000 chômeurs de plus durant la même période. Les annonces de plans de suppression d'emplois, de licenciements et de fermeture de grosses entreprises se sont multipliées, comme à Airbus, Air France, Nokia, Renault, Smart, La Halle, André, General Electric, Auchan et dernièrement Bridgestone et également, on l'a appris ces derniers temps, une grande enseigne de luxe qui s'appelle Le Printemps. Ici, cela a été le cas pour la société Élysée, qui a annoncé un plan de licenciement, et dans de nombreuses petites entreprises du bâtiment, de l'agriculture, des cabinets d'architectes par exemple. Tous les secteurs d'activité sont concernés. La Covid sert aussi au patronat pour remettre en cause les 35 heures, réduire le nombre de jours fériés ou de jours de congés payés, faire du chantage à l'emploi pour imposer des baisses de salaire, augmenter la semaine maximale de travail à 48 heures, réduire les heures de repos, etc. Ce fut par exemple le cas des salariés d'Air Caraïbes et de French Bee appartenant au groupe capitaliste du Breuil. Tout cela a été rendu possible par les ordonnances du 25 mars 2020. Présentées comme exceptionnelles et en vigueur d'abord jusqu'au 31 décembre 2020, elles seront sans doute repoussées jusqu'à fin février 2021 avec la nouvelle loi d'urgence sanitaire. De l'autre côté de la société, pour les riches patrons, ça va bien. Le 20 octobre dernier, les députés ont validé une baisse de 10 milliards des impôts des entreprises en 2021, baisse qui sera reconduite à nouveau pour 10 milliards en 2022. Cette baisse fait partie d'un ensemble de mesures, le plan de relance annoncé par le Premier ministre Castex le 3 septembre dernier. Avec ce plan à 100 milliards d'euros, le gouvernement utilise l'épidémie de Covid pour financer toujours plus les profits des riches patrons, car ce sont surtout les grosses entreprises, le grand capital, qui en profitent. De plus, les patrons profitent du chômage partiel qui leur permet de faire l'État payer les salaires de leurs employés. Et ils n'hésitent pas à frauder en utilisant le chômage partiel pour des salariés qui travaillent à temps complet et qui font même des heures supplémentaires. Les perdants, ce sont les salariés qui perçoivent 16% de moins avec le chômage partiel. Mais rappelons-nous aussi que Macron n'a rien inventé. Avant lui, il y a eu Hollande qui a mis sur pied le CICE, Crédit Impôt pour la compétitivité et l'emploi. Au total, entre 2013 et 2019, plus de 100 milliards de baisses d'impôts ont été offerts aux gros capitalistes. Avant Hollande, il y a eu Sarkozy, qui lui aussi a accordé aux gros capitalistes subventions et exonérations en tout genre, au prétexte de lutter contre le chômage. En réalité, cela fait des décennies que les gouvernements se suivent et qu'ils mènent la même politique, distribuer des milliards aux plus riches en prenant dans les poches des travailleurs et des classes pauvres. Et c'est la même chose dans tous les pays. Quelques jours avant la fin de son mandat, Trump annonçait un plan de relance de 2200 milliards de dollars pour les gros capitalistes américains. D'un côté, il y a donc des riches qui sont toujours plus riches. En 10 ans, la fortune des milliardaires français a été multipliée par 5. De l'autre côté, on l'a dit, la vie devient de plus en plus difficile pour les travailleurs et les classes populaires. Et les gouvernements si généreux avec les capitalistes répètent depuis des années qu'il n'y a pas d'argent pour financer les services publics
dont la population a besoin. En 20 ans, 100 000 lits ont été fermés dans les hôpitaux. C'est en grande partie pour cela qu'aujourd'hui, les hôpitaux sont débordés et n'arrivent plus à prendre en charge convenablement tous les malades Covid. Dans les collèges et les lycées, depuis l'élection de Macron en 2017, près de 6 000 postes de profs ont été supprimés pour l'ensemble de la France, alors qu'il y a 50 000 élèves de plus. Des dizaines en Martinique et en Guadeloupe. La conséquence, ce sont des classes surchargées et l'échec scolaire, surtout pour les enfants des travailleurs. Face à cette situation, nous le constatons, il y a des luttes. Même dans ce climat de peur et d'angoisse, les travailleurs résistent aux attaques quotidiennement. Et c'est encourageant. Au début de cet exposé, quelques-unes de ces luttes face aux attaques du gouvernement et des patrons ont été citées, en Martinique et en Guadeloupe notamment. Sur certaines exploitations bananières, chez Peugeot, au centre polyvalent de santé Excalmette, ou encore au centre hospitalier de Trinité. Eh bien, camarades et amis, sur la base de ces petites luttes gagnées, et même sur celles qui ne sont pas gagnées, il serait possible de les faire mieux connaître, de chercher à les étendre, à les généraliser. Leur généralisation dépend de la multitude des luttes qui se mènent en même temps, de l'état d'esprit des travailleurs dans la période et de la politique des grandes organisations ouvrières et aussi des militants. Car en réalité, ce ne sont que des luttes d'ensemble, la grève générale, qui permettent d'obtenir de réels gains sociaux. Ce sont des luttes d'ensemble qui permettront de mettre en avant les revendications matérielles immédiates face à la crise qui frappe déjà les travailleurs et les masses pauvres de plein fouet. Mais surtout, les luttes d'ensemble obligent les travailleurs à dépasser les corporatismes et à se battre en ayant pris conscience de leur intérêt collectif. C'est lors de ces luttes massives que se forge une conscience politique supérieure chez les travailleurs. Ce sont elles qui peuvent faire renaître la conscience de classe et la conscience révolutionnaire des travailleurs. Oui, face au risque d'effondrement de l'activité, le seul moyen d'éviter que les travailleurs et les masses populaires se transforment en miséreux est de mettre en avant un programme offensif, de l'expliquer et d'en faire la propagande. Seules les luttes d'ensemble peuvent permettre d'exiger la répartition du travail entre tous les travailleurs, qu'ils soient en CDI, en CDD, intérimaires ou salariés de la sous-traitance, et ceci en maintenant intégralement les salaires. Oui, si l'activité diminue, il faut réduire le temps de travail en le répartissant entre tous et en prenant sur les profits des capitalistes pour toucher intégralement nos salaires. Ces profits, on le sait, ont été accumulés depuis des années sur notre exploitation et aussi sur les milliards d'aides, de subventions servies avec l'argent public par l'État et les collectivités. Contre le chômage, il faut créer massivement et immédiatement des emplois. L'épidémie de Covid-19 a mis en évidence le manque de personnel et de matériel dans les hôpitaux. Mais le gouvernement refuse toujours d'embaucher malgré la deuxième vague actuelle. Il y a pourtant des millions de chômeurs qui ne demandent qu'à travailler et à se rendre utiles. Les besoins sont tout aussi flagrants pour soigner les personnes dépendantes, pour l'éducation et la petite enfance, pour les transports également. Ces dizaines, ces centaines de milliers d'emplois ne sont pas créés, non pas par manque d'argent. L'État a bien trouvé 100 milliards pour son plan de relance et avec 100 milliards, on pourrait par exemple créer 2 700 000 emplois payés 1 800 € net, cotisations comprises et ce pendant un an. Certes, aujourd'hui, les travailleurs ne se lancent pas dans des luttes d'ensemble, mais les choses peuvent changer très vite.
la colère peut rapidement exploser. Quand est-ce qu'un coup de colère se transformera en révolte? Quand est-ce que la révolte se transformera en révolution? Personne ne peut le savoir. En fait, il ne dépend pas de nous que les luttes actuelles se transforment en luttes d'ensemble, que la colère explose et se transforme en révolte. Ce qui dépend de nous aujourd'hui, c'est de tout faire pour que lorsque les travailleurs se jetteront à nouveau dans le combat, il y ait à leur côté des militants capables de leur proposer un programme, une politique correspondant à leurs intérêts. Des militants capables de proposer aux travailleurs de s'organiser dans un parti pour mener leur combat. C'est pour cela que nous œuvrons à la création de ce parti révolutionnaire des travailleurs dont les intérêts de classe doivent être défendus indépendamment de ceux des autres couches sociales. C'est aussi pour défendre cette perspective le plus largement possible auprès des travailleurs que nous avons comme perspective de nous présenter aux élections à la collectivité territoriale de 2021 ou plus tard si elles sont reportées. Nous, à Combat Ouvrier, nous utilisons tous les terrains pour faire avancer la conscience de classe des travailleurs, les luttes, les élections politiques, les actions clandestines dures s'il le faut. Nous appelons chacun à construire avec nous l'embryon de ce parti communiste révolutionnaire. Ce parti propagera les idées de la révolution sociale. Ce parti organisera la révolution avec les travailleurs pour l'expropriation des capitalistes, le renversement de cette société capitaliste qui s'enfonce dans la barbarie et pour la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme. Merci mes camarades. Président. Ben écoute, on te remercie. Grand bravo. C'est vrai que si nous étions ensemble, tu auras entendu le claquement de main pour te féliciter de ton intervention, puisque en 20 minutes, tu as bien expliqué où nous en sommes actuellement et que faut-il faire, hein? Quelle doit être notre politique, parce que nous entendons les uns, les autres, les gens se posent